des milliards, Christian, qu'ils vont jeter par la fenêtre, aller faire la luxure à Dubaï, aller faire la luxure partout. Mais c'est des milliards. Imaginez un peu que ces gens-là, que un petit temps puisse passer dans leur esprit, se disent, ah ben écoute, depuis que je me nourris de beaucoup d'argent, qu'est-ce que j'ai changé? Je suis toujours resté moi-même. Bon, écoute, je vais arrêter ça. Mais je veux bien sûr mettre quand même l'argent. Mais on mettait l'argent, on reprendrait ces jeunes-là. Il suffit de les prendre, de faire des centres de rééducation, et puis ces jeunes-là sont réparés, sont réparés. Oui, mais pendant que Christian vous dites Perrin. ça, pardon, Georges Goma, c'est que quelques jours avant, je crois 48 heures seulement, on a vu le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso visiter le centre de oui, de rééducation, je Réhabilitation, crois, oui, c'est ça, de rééducation. rééducation à Aubéville. Et on se Oui, disait certainement, c'était aussi pour ces bébés noirs, entre guillemets, mais mais oui, curieusement, 48 heures après, au lieu de les arrêter, les présenter devant la justice qui va probablement les condamner et les rééduquer, non, 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 on a été surpris. 48 heures après, il faut ben les voilà, c'est tuer. l'opération d'exécution sommaire. Ah, ah. Ben non, Un mais il y a paradoxe. quelque chose, il y a quelque chose qui cloche. Quelque C'est chose qui pourquoi, cloche. évidemment, derrière ces opérations, il y a un autre agenda qui est là-dedans, finalement. Mais comment le Premier ministre, le chef du gouvernement, dit quelque chose, et du coup, le patron de la garde présidentielle descend sur le terrain pour abattre les Pour jeunes. abattre les jeunes. Mais Alors, attendez, la question même qu'on la se, notion, la question qu'on se même la pose notion maintenant, d'abattre, qui est-ce qu'on hein? va aller rééduquer là-bas? Je peux pas proposer à je vais proposer donc à nos téléspectateurs le reportage, évidemment, de la visite d'Anatole Koliné-Makosso du centre de rééducation à Aubéville. Suivez. À près de 10 kilomètres de Madingo Centre se trouve le centre d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes d'Aubéville. Doté d'une capacité d'accueil estimée à 400 jeunes, ce centre qui est né de la volonté du chef de l'État Denis Sassou Nguesso s'apprête à recevoir la première cohorte des jeunes en conflit avec la loi, couramment appelés bébés noirs. Voilà. Alors, donc, on se pose la question, qui va-t-on rééduquer là-bas? Puisque maintenant, il faut les exécuter, tel qu'on est en train de voir. Oui, mais ça montre, ça montre un désordre artistique dans le fonctionnement de l'exécutif du Congo-Brazzaville. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent plus ce qu'ils font. Voilà, le Premier ministre qui prend la parole pour dire une initiative et le patron de la garde présidentielle qui lance ses chiens de garde dans les quartiers pour tuer les jeunes. Monsieur Obenga dit quoi? Il dit clairement que le Congo-Brazzaville est un pays extrêmement violent dans l'incarnation de son agir politique. Il sait pourquoi il le dit et nous savons pourquoi aussi il Et le il dit. précise d'ailleurs qu'il n'y a aucun autre pays Il n'y qu'on a a aucun pris autre pays qui a aussi un degré de violence comme aussi le Congo. fort que le Congo-Brazzaville. Le Congo, c'est un pays extrêmement violent. Extrêmement violent, le Congo-Brazzaville, extrêmement violent. Des chefs d'État ont été tués, assassinés en plein midi, à bout portant. Hein? Il y a des guerres civiles innombrables. Les conférences nationales comptent au moins 30 000 morts. Ça dit que toi, tu ne comptes pas, il n'y a que moi qui compte. C'est ça un peu au Congo. Tes opinions ne comptent pas, c'est mes opinions qui comptent. Ta manière d'analyser ne compte pas, c'est la mienne. On arrive à monter ces choses-là et puis alors que c'est un petit pays de rien du tout, qui a à peine 3 ou 4 millions d'habitants, qui se connaissent tous, ils sont intelligents, ils sont éveillés, mais quand il s'agit de pouvoir, ils deviennent des lions affamés. Donc pour ces gens qui appellent à la mort, j'ai bien peur. C'est ça qui me fait très peur. Que la mort finalement soit banalisée à ce point qu'il suffit de se lever et donner la mort. Pourtant, ce que vous avez dit est tout à fait raisonnable. Vous êtes dans le cadre légal. Vous ne faites que là demander à la République du Congo d'appliquer les lois. Et nous l'avons dit D'appliquer les ici, lois, leurs personne, lois. voilà, les lois que les députés, le Parlement a votées, a approuvées. Ça existe, il y a la Constitution, il y a des lois au Congo-Brazzaville et nous l'avons rappelé d'entrée de jeu que le Congo a ratifié tous les textes nationaux et internationaux sur les droits humains, la protection des droits humains. Et malheureusement, ceux qui vont suivre cette émission, certainement d'autres diront ben vous êtes contre voilà cette opération et donc vous soutenez les bébés noirs et risqueront même de vous qualifier de bébés noirs moi-même depuis un certain moment et c'est une information que je viens de lire sur internet, c'est un profil, une page Facebook
qui, voilà, le nom c'est Congo Nouveau Espoir. Voici ce qui est écrit sur cette page. Ce monsieur, au nom de Christian Perrin-Gieri, défend les bébés noirs. Il est hors du Congo. Et il critique la DGSP. Donc même critiquer, dénoncer cette opération, c'est critiquer la DGSP, donc la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle. Nous souhaitons que les Koulouna agressent sa famille au pays pour lui servir de leçon. Ça est là. La page, c'est, je dis, Congo Nouveau Espoir. Les gens peuvent aller lire, c'est pour. Ah bon, donc... Voilà, donc un appel à tuer la famille Perrin parce que, voilà, on est en train de leur dire il faut faire les choses en application de la loi. Et certainement que vous aussi, ils vont commencer à vous accuser de, voilà, de défendre les Koulouna. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en compagnie du Dr Georges Goma-Gatissa, sociologue et professeur à l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour Georges Goma, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Christian Perrin, je vais très bien et merci de m'inviter à votre plateau. Merci de vous joindre à nous pour tenter de décrypter la situation sécuritaire actuelle en République du Congo, notamment l'opération Zéro Koulouna, lancée il y a quelques jours par la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle. Une opération qui consiste malheureusement à exécuter sommairement et de manière extrajudiciaire tout présumé délinquant désigné sous le terme de Koulouna, dénoncé par la population via des appels téléphoniques. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, en 2025, que nous puissions constater que les agents de la garde présidentielle aujourd'hui arrivent à assumer ce genre de rôle, ce qui devait être en principe la responsabilité de la force publique urbaine, dont la gendarmerie et la police. Cela paraît dans l'immédiat, sous l'émotion, comme étant la bonne chose, une bonne chose. Mais cependant, nous sommes dans une société où seule la loi peut encadrer ce genre de travail. Une opération qui a déjà causé de nombreuses victimes. En seulement 2 ou 3 jours, plusieurs innocents ont malheureusement été aussi exécutés sommairement par balle. C'est le cas du petit-fils de monsieur Antoine Akouli qui rentrait de son travail. Voici ce qu'on peut lire sur son post de dénonciation sur Facebook. Monsieur Serge Oboa, le directeur de la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle et ses services sont des criminels véreux. Ils ont tiré à bout portant avec des balles réelles sur mon petit-fils qui rentrait de son boulot en plein jour. Suite à la pression des parents, les services de la DGSP de monsieur Serge Oboa ont présenté des excuses à la famille évoquant une maladresse de leur part. Je condamne fermement cette opération inexpérimentée qui témoigne de l'amateurisme politique de Denis Sassou Nguesso. Je vais porter plainte contre l'État congolais. Monsieur Antoine Akouli, cadre politique des Républicains. Mais Georges Goma, avant de vous faire réagir, je vais vous proposer quelques images, les images des premières victimes de cette opération, présentées comme des délinquants Koulouna. Âmes sensibles, s'abstenir s'il vous plaît. Alors, Georges Goma, quand vous avez vu ces images, de toute façon, vous suivez la situation depuis un certain moment. Quel est votre premier commentaire? Écoutez, Monsieur Christian Perrin, merci encore. Oui, la situation, nous la suivons depuis un certain temps. J'ai eu à faire deux interventions là-dessus.
c'est le cœur meurtri. J'ai le cœur meurtri par l'allure que prend ces événements. J'ai le cœur meurtri, d'autant plus qu'il s'agisse d'une jeunesse. Il s'agit d'une jeunesse congolaise, des adolescents. On a vu passer les images de ces jeunes-là. Quand je les vois, moi je dis, mais c'est mes enfants là. Il y a des images qui circulent là. Il y a une jeune fille albinos, les yeux hagards, dans la nuit. Et puis d'autres jeunes qui sont vraiment des adolescents de 11, 12, 13 ans. Ce sont les images qui circulent là pour nous montrer un peu ces Koulouna qui terrorisent, n'est-ce pas, la population entière. Autant dire dès le départ, les bandes criminelles, on ne peut pas les excuser. Le Congo ne fait pas exception. Ailleurs, même dans les pays développés, il y a des bandes criminalisées comme ça, criminelles, qui font du mal à la population. Mais dans ces pays-là, ils ont des dispositifs de traitement de cette jeunesse délinquante. Parce que déjà, cette jeunesse délinquante habite dans les quartiers que nous partageons. Les quartiers où ils nous font cette fameuse terreur, Christian Perrin. Donc, oui, mais pendant que vous dites ça, pardon, pendant que vous allez avancer, on va rappeler ici que le Congo Brazzaville, donc la République du Congo, a ratifié tous les textes nationaux et internationaux portant respect des droits humains. Ça, il faut le rappeler parce qu'après, on va le rappeler. Oui, vous êtes... Voilà, merci Christian Perrin. Mais donc, je voulais dire, le cœur très serré de voir la façon dont on traite ces jeunes-là qui sont dans cette situation par la faute et l'inconséquence de la société dans laquelle ils vivent, ces jeunes-là. Quand je dis la société dans laquelle ils vivent, c'est bien sûr d'abord et avant tout les parents, la famille, à qui, n'est-ce pas, on a la responsabilité d'éduquer les enfants. C'est le premier cercle familial qui est visé. Mais par-delà le cercle familial, c'est toute la société à travers ces instances de prédilection qui sont l'école, qui sont l'État également. Le ministère de la Jeunesse et du Sport existe bel et bien. Et ces ministères existent, sont dotés de moyens de fonctionnement. Donc, c'est quand même curieux de voir, d'entendre même que les parents de ces jeunes-là doivent être arrêtés et mis en prison. C'est d'une inconséquence incroyable, d'autant plus, aussi bien que je reconnaisse que les parents ont une part de responsabilité, mais il faut aussi interroger, il faut quand même qu'on fasse une radioscopie globale de la situation parce que les racines de ce phénomène bébé noir-là sont à trouver. Ce n'est pas un événement qui vient comme ça là et qui apparaît comme ça, comme d'une génération spontanée. Les racines de ce phénomène bébé noir sont à trouver dans le fonctionnement même de la société congolaise en tant que telle. Et dans ce fonctionnement de la société congolaise, il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement qui est doté de tous les moyens nécessaires pour que chaque secteur de la vie économique, socio-économique et culturelle au Congo puisse avoir les moyens d'évoluer. Si on ne regarde que, on ne se base que sur cet appel au meurtre, à l'assassinat, à la mort de ces jeunes, je pense que c'est quand même une conception très, très, très regrettable dans un pays. Parce que quand on a observé un groupe de jeunes comme cela, la première des choses, vous avez rappelé les chartes et les traités internationaux. Et aussi, vous savez, moi je suis au Québec ici. En 2019-2020, j'ai fait partie d'une grande commission ici qu'on appelle la commission Laurent, Régine Laurent, qui est une commission qui a été mise en place par le Premier ministre du Québec en 1919, tout simplement parce qu'il y a une petite fille de peut-être 12 ou 13 ans qui est morte dans une famille de maltraitance. Donc, on a mis en place cette commission. J'ai fait partie, on m'appelait, je sortais d'une élection quand même aussi en 2018. J'étais candidat ici. Vous avez suivi ma campagne ici. Et j'étais remarqué par rapport à cela. Et on m'appelait de faire partie de cette commission sur le droit des enfants et la protection de la jeunesse. Ça, c'est très important. Et vous avez évoqué les Nations Unies. Mais bien sûr, les Nations Unies ont aussi des dispositions dans la protection de la jeunesse et qui intiment l'ordre à tous les États,
n'est-ce pas, d'avoir une démarche vis-à-vis de la jeunesse. Donc les jeunes Kuluna, comme on les appelle, c'est bien sûr des bandes criminelles, mais c'est aussi des bandes criminalisées. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'action se fait sur eux. Ils deviennent criminels. Ils sont criminels, mais ils deviennent criminels. C'est pourquoi on les appelle les bandes criminalisées. Pourquoi ils sont criminalisés? C'est tout simplement parce qu'ils sont des laissés-pour-compte de la société dans laquelle nous vivons. Une société qui Oui, a des moyens. Georges Gomba, est-ce qu'on peut penser que finalement cette violence tire ses origines dans la nature même du régime Mais bien sûr que qui gouverne le oui, Congo? Christian Perrin, c'est très important. C'est pourquoi je ressouligne encore cela pour dire les racines du phénomène bébé noir sont à l'intérieur du fonctionnement de la nature et du fonctionnement de la société congolaise. Si on n'arrive pas à faire l'effort d'aller vers cette vérité scientifique et objective, de voir que la société congolaise est malade depuis 1997 fondamentalement, qui marque le retour de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir, et aussi je voudrais qu'on fasse ce recul historique, de comprendre que la façon dont M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir est marquée par la violence. C'est un coup d'État qu'on a maquillé en guerre civile. Et qu'est-ce qui s'est passé? M. Denis Sassou Nguesso s'est entouré de qui? Il s'est entouré de Cobra. Il s'est entouré de mercenaires qu'on a pris par-ci, par-là. Ce n'est pas un dessert à faire. Les Congolais le savent. Donc, ces gens-là, les Cobras qui ont été autour de M. Denis Sassou Nguesso, qui ont fini par avoir le pouvoir à la fin. Mais vous pensez que ces gens qui... Mais monsieur Oboa, en question, Serge Oboa, on ne le voit pas à côté de M. Denis Sassou Nguesso pendant la guerre? Donc, c'est un Cobra en puissance en tant que tel, qui a revêtu les vêtements de général. Mais bien sûr qu'après, il a pris certainement les formations, il a eu une carrière certainement, des études à faire, mais Un fondamentalement, Cobra, il y a des donc par là, on peut comprendre que c'est quelqu'un qui a donné la mort gratuite aux Congolais, c'est ça? Écoutez, je ne veux pas le dire, mais j'invite, puisque je suis absolument sûr que monsieur Serge Oboa va nous écouter. Il écoute. Monsieur Denis Sassou Nguesso va nous écouter. Mais nous le disons pour qu'il nous écoute, évidemment. Parce que ce que nous disons, s'ils sont intelligents, ils comprendront que ce que nous disons n'est pas à rejeter. Je ne sais pas dans leurs états-majors comment ils font des vidéos que nous faisons puisqu'ils les récupèrent. Ils ont toute une cellule qui récupère, qui nous traque de ce que nous disons. Mais s'ils nous traquent tout simplement pour le plaisir de nous traquer en déniant les faits de vérité que nous sortons, là j'ai bien peur. Là j'ai bien peur. Donc, monsieur Oboa, comme tu le dis, Christian, mais bien sûr, il est conscient, c'est une personne avec une conscience bien faite. La conscience, c'est de connaître son parcours, sa carrière, ce qu'on a fait durant toute sa carrière. Moi, je connais ce que j'ai fait dans toute ma carrière. Voilà. Mais monsieur Oboa saura lui-même aussi que, ah ben voilà, même si ça, c'est pas su par tout le monde, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Ils ont intervenu dans beaucoup de machins. Ils ont tué les gens, même s'il fallait pas, même quand ils n'avaient pas la légitimité de les tuer. Ils ont tué, là. Et puis aussi, je voudrais dire, puisque vous me posez la question, je voudrais quand même que les voix qui se lèvent par-ci, par-là, pour dire qu'il faut tuer, qu'il faut tuer. Mais attendez, il faut qu'on apprenne aussi à... Un appel à tuer, dépasser. carrément. Carrément. Mais moi, ce qui me ferait, moi, c'est comment est-ce qu'une situation, un contexte politique, l'incarnation d'une politique, d'une gouvernance, celle de M. Denis Sassou Nguesso, est arrivée à cristalliser le mot de la mort. C'est comme si la mort est inscrite dans l'agenda politique au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire qu'il faut tuer les opposants politiques qui font de l'ombre, il faut tuer, il y a toujours tuer. Mais oui, mais évidemment, il y a le professeur Obenga qui en parle très bien, oui. Vous le connaissez. Écoute, mais tu évoques le professeur Obenga, là aussi je suis certain qu'il va nous écouter aussi parce qu'on nous écoute et j'ai l'avantage d'avoir connu le professeur Obenga. J'ai l'avantage d'avoir connu le professeur Obenga quand j'enseignais en Californie, de 2006 à 2010. Il enseignait aussi dans la même région. Donc, mon défunt oncle, Poignet Augustin, paix à son oncle, paix à son âme, pardon, paix à son âme, c'est lui qui nous a présenté à Paris. Parce que je viens à Paris, ben, il dit à Théophile que j'ai mon neveu qui enseigne vers chez toi là-bas. Il nous a appelés chez lui. À Maison Alfort, nous avons mangé ensemble. C'est moi qui allais redéposer M. Obenga et son épouse, puis à son âme aussi, là où il habitait, vers Villers-sur-Marne, là-bas.
Donc, on se connaît très bien, on discutait avec lui. Mais alors, qu'est-ce que M. Obenga, qui fait notre fierté en tant que scientifique égyptologue de renom, qui a travaillé avec Cheikh Anta Oui, même Diop, si à un ça, moment donné, il soutient le oui, régime. oui, mais ça c'est autre chose, Christian. Mais je veux rester un peu à cette. Il Je faut vous en prie, qu'on oui, je arrive aussi comprends. parfois. Je le Voilà, comprends très bien. d'accord. C'est pas le. Voilà, c'est ça. Alors, Monsieur Obenga fait notre fierté, hein, en tant que Congolais, en tant qu'Africain. Mais c'est Monsieur Obenga aussi qui connaît bien Monsieur Denis Sassou Nguesso. Il se souviendra aussi des petites anecdotes qu'il m'a quand même laissé par-ci par-là dans son histoire de la construction de l'université aujourd'hui de Kintélé. Il m'en avait parlé de toutes les façons. J'étais même très, très content que, ah ben voilà, on fera une affaire. Je pourrais repartir au Congo moi aussi, enseigner à l'université, parce qu'ici, j'enseigne à l'université. J'ai enseigné les Français, j'ai enseigné les Américains, et là, j'enseigne les Canadiens. Donc, j'ai toute la compétence nécessaire aussi pour faire fonctionner l'université dont me parlait le professeur Théophile Obenga. Mais revenons à nos moutons. Alors, M. Obenga dit quoi? Il dit clairement que le Congo-Brazzaville est un pays extrêmement violent dans l'incarnation de son agir politique. Il sait pourquoi il le dit et nous savons pourquoi aussi il Et le il dit. précise d'ailleurs qu'il n'y a aucun autre pays Il n'y en a aucun Afrique autre pays qui a aussi un degré de violence comme aussi le Congo. fort que le Congo-Brazzaville. En 2009, par exemple, vous avez soutenu la candidature du président Sassou Nguesso. En 2009, là, quand même, vous avez franchi le pas, professeur. Non, on ne franchit pas le pas, on franchit pas le pas. Vous lisez la situation nationale pour éviter parfois des conflits inutiles, pour éviter parfois des inconnus inutiles. Bon, le sang trop coulé au Congo à cause de ces pouvoirs-là. Bon, si tu fais le compromis, il vaut mieux préserver le sang que par entêtement, par exigence absolue, on arrive à faire couler le sang. Le Congo, c'est un pays extrêmement violent. Extrêmement violent, le Congo-Brazzaville, extrêmement violent. Les chefs d'État ont été emprisonnés. Je ne sais pas combien d'États ont été emprisonnés ici en Afrique de l'Ouest. Des chefs d'État ont été tués, assassinés en plein midi, à bout portant. Hein? Il y a des guerres civiles innombrables. Les conférences nationales comptent au moins 30 000 morts. Professeur, est-ce que vous pensez citoyens. Donc, la stabilité... Donc cette violence-là vous amène quand même à une certaine analyse. À une analyse. C'est de l'électricité. Ça dit que toi, tu ne comptes pas, il n'y a que moi qui compte. C'est ça un peu comme... Tes opinions ne comptent pas, c'est mes opinions qui comptent. Ta manière d'analyser ne compte pas, c'est la mienne. On arrive à monter ces choses-là. Et puis, alors que c'est un petit pays de rien du tout, qui a à peine 3 ou 4 millions d'habitants, qui se connaissent tous, ils sont intelligents, ils sont éveillés, mais quand il s'agit de pouvoir, ils deviennent des lions affamés. Donc, pour ces gens qui appellent à la mort, j'ai bien peur. C'est ça qui me fait très peur. Que la mort, finalement, soit banalisée à ce point qu'il suffit de se lever, donner la mort. Et je me rappelle encore, Christian, je pense que tu te souviendras également, pendant la guerre en question, quand les cobras sévissaient partout, à Wenzé, là-bas, il y avait une fille qui s'est moquée de son petit copain, que son petit copain était un faible, il ne pouvait pas tuer une personne. Qu'est-ce que le petit copain a fait? Il a pris le véhicule, il a couru à Bakongo, il a tué une personne, a mis dans la voiture pour venir déposer devant la copine pour dire que voilà, tu disais que je ne pouvais pas tuer quelqu'un. C'était un trophée pour lui alors. Hein? C'était un trophée. Un trophée, voilà, un trophée. Donc, ça, c'est des choses qu'on nous a rapportées, mais ce qu'on fait en arrière. Donc, revenons un peu, ressentons notre discussion pour bien comprendre un peu ceux qui se lèvent pour dire tuer ces jeunes-là. La rhétorique de la mort, ce n'est pas ce qu'il faut au Congo-Brazzaville. Nous avons besoin aujourd'hui que les discours qu'on met sur la place, après avoir fait la remarque que le pays est complètement par terre, sur ce plan-là, sur le plan de la cohésion sociale, il faut chercher des voies et moyens comment aplanir cela. Mais ce n'est pas en tuant, les jeunes, ces jeunes-là qui sont des adolescents, que vous allez en faire quoi une fois qu'ils seront 6 pieds sur terre? Et maintenant, il y a autre chose aussi, Christian Perret, vous me le permettrez. C'est bien beau de penser que ces petits ces Koulouna, ces bébés noirs, que nous n'avons pas refusé qu'il faille les punir en tant que tels, nous ne l'avons jamais dit. On n'a jamais soutenu les gangs dans Brazzaville, bien au contraire. Mais d'accord, il faut qu'on nous fasse le portrait statistique des personnes qui ont été
tués à coups de machette par ces jeunes que j'ai vus là, ces Koulouna. C'est facile de le faire puisque on peut faire une enquête populationnelle, demander aux gens de quoi est mort leurs parents défunts en tant que tels. Et nous pouvons le faire. On peut établir la liste des personnes qui sont mortes ou qui sont blessées à coups de machette de ces jeunes. Mais on ne s'arrête pas là, Christian. Il faut qu'on soit objectif. S'il faut tuer ceux qui ont tué, même si la peine de mort a été abolie au Congo-Brazzaville, et en principe, on ne devait même pas tuer parce que la peine de mort n'existe pas au Congo-Brazzaville. Maintenant, si le Parlement, M. Mvouba et M. l'hôte du Sénat, là, Ngolo, font des sessions à l'Assemblée nationale pour dire que la situation du pays est dramatique à cause de ces petits enfants que j'ai vus là, frêles, comme j'ai vu, à côté des gros bras de la police, les gros bras de la gendarmerie et les gros bras de Boa. Des castards comme ça sont incapables de réduire tranquillement, de prendre ces jeunes-là. Là, j'ai bien peur. Je voudrais en venir aussi à l'autre portrait des victimes aussi de la violence d'État. We are taking back weapons, the AK-47, which are in the hands of people who were combatant, but we are no longer in the barracks. Okay, instead of doing the mission we were given, we are taking, we are robbing in houses, taking everything. That's why we are taking weapons to try to stop with these things. C'était de chasser du soir, le tyran, y compris justement ses partisans. C'est une opération qui nous a été justement intimée par le haut commandement. Il s'agit de ramasser les armes entre les mains de ceux qui terrorisent la population, qui traumatisent la population. C'est très important parce que les morts se valent. Les morts des Koulouna ne sont pas à la puissance exponentielle à côté de la mort de la violence d'État. C'est quoi la violence d'État? Tous les Congolais qui sont morts. On va laisser de côté les Congolais qui sont morts du fait que M. Denis Sassou Nguesso cherchait à reprendre son pouvoir avec la guerre qu'il a créée. Ça, on va laisser. Maintenant, quand il s'est assis dans son fauteuil présidentiel, c'est ça qui est important. Puisque ce qu'il recherchait, c'est de retrouver son fauteuil présidentiel. Il l'a retrouvé. Il s'est assis. Et en plus, il ne s'assoit pas seulement. Il prend la parole publique en disant qu'écoutez, les jeunes qui sont en exil, revenez à la maison, rien ne vous sera fait. Vous, la guerre est terminée, on va rebâtir le pays ensemble. Ça, c'est très bien d'entendre des discours comme ça. Maintenant, le Haut Commissariat des Nations Unies a encadré l'opération pour donner la garantie à ces jeunes que non, on va rentrer à la maison. Ce n'est pas facile de vivre en exil. Bien encadrés. Ils sont arrivés où? Au beach de Brazzaville. Qu'est-ce qui est arrivé à ces jeunes 351 disparus du beach, qui aujourd'hui, personne ne nie que ces jeunes ont disparu. Et que le gouvernement aussi
a reconnu clairement Bon, mais que lorsque oui. vous dites disparaître, c'est un euphémisme. Il faut bien peut-être les mots en leur sens. Ils ont été tués. Ce sont des massacres. Non, ils n'ont pas disparu. Oui, voilà. Ils ont été massacrés. Parce que même les gens qui sont là, Tsuru est mort, pourquoi là? Il faut dire les choses comme ils sont. Tsuru est mort parce qu'il menaçait de dire la vérité sur ces massacres-là. Retour au pays après des années d'exil pour ces 350 000 réfugiés. Ils ont regagné la capitale congolaise après avoir vécu durant 5 ans en RDC près de Kimatsa, à 175 km au sud-ouest de Kinshasa. Samba Jean-Baptiste. Par le Haut Commissariat aux réfugiés, ils avaient fui les guerres civiles, notamment les combats qui opposaient la milice du pasteur Nkoumi aux forces gouvernementales. Les conditions étaient difficiles et on a vu qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça, on peut faire regagner le pays. Le HCR a rapatrié quelques 500 personnes ces dernières années. C'est peu par rapport aux 30 à 40 000 Congolais qui ont fui le pays. Les candidats au retour se font rares depuis que 300 réfugiés ont disparu en 1999 dans ce même endroit au beach alors qu'ils étaient rapatriés par le HCR. Le Haut Commissariat aux réfugiés a assuré cette fois-ci qu'il suivrait de près les réfugiés dont il a la responsabilité. Il y a quand même des témoignages qui sont très forts, qui montrent que ces jeunes-là ont été tués, comme les Kuluna tuent. Si on réclame qu'on tue les Kuluna, il faut réclamer qu'on tue ceux qui ont tué les 350 disparus du beach que l'État a reconnu sans condamner qui que ce soit. 353 jeunes réfugiés congolais partent en bateau de la République démocratique du Congo direction le Congo-Brazza. Un retour dans leur pays après avoir fui la guerre civile. Une fois accostés au beach, le principal port de Brazzaville, on ne les retrouvera jamais. Selon des ONG, des policiers les auraient arrêtés pour les interroger avant de disparaître. D'autres sources parlent d'un massacre commis par les hommes du pouvoir. 3 ans plus tard, une enquête est ouverte en France au nom du principe de compétence universelle. Principale personne visée, 15 hauts gradés de l'armée de la police congolaise, dont Norbert Dabira, mais aussi le chef d'État Denis Sassou Nguesso. Et la légende nous apprend également, pardon Georges, que certains de ces jeunes, évidemment des massacres du beach, ont été mis dans des conteneurs 40 pieds. Ben oui, mais encore très effroyable. Mais il y a eu aussi l'épisode du pool, là où on avait annoncé, je crois, un couloir humanitaire. Et curieusement, quand les parents ou les familles ont commencé à sortir, c'est lors du génocide dans le pool. Et quand ils ont commencé à sortir, voilà, ils ont été pris dans le piège. Tous ont été massacrés. Oui, Christian, tout ça, il faut prendre en ligne de compte. Nous ne laisserons pas là, puisque vous voulez qu'on tue les jeunes pour lesquels vous êtes responsable responsable de les avoir pas élevés correctement. Quand je dis vous, c'est nous, les familles, et puis l'État également. Il faut comptabiliser aussi ceux que tu viens de mentionner dans le pool. Il faut mentionner aussi dans les commissariats de police quand même aussi. Il y a des jeunes qui sont morts dans une institution sacrée de la République, nanti, n'est-ce pas, du pouvoir public, qui est un commissariat de police. Ils sont morts là-dedans, on le sait très bien. Et ces jeunes-là, c'est des morts aussi. 6 personnes sont mortes au commissariat central de Brazzaville. Ce drame a provoqué une polémique en République du Congo. Les familles des victimes et plusieurs organisations de défense des droits de l'homme réclament une enquête indépendante évoquant de possibles actes de torture. Les précisions de notre correspondante Rosie Piotte. Que s'est-il passé le 5 novembre dernier? C'est la question que se pose Olga Samba après la mort de son neveu Giuliano Lubaki, dont la dépouille a été identifiée à la morgue du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville par sa sœur. Cet homme de 35 ans avait été arrêté et gardé à vue par la police après une dispute avec son épouse. Vraiment, l'État n'a qu'à faire son travail. L'État n'a qu'à faire son travail pour que justice soit rendue. Parce que pour nous, c'est vraiment une injustice au niveau de la police. Si elle avait fait son travail légalement en faisant la part des choses, notre fils ne se serait pas retrouvé au cachot. Il n'est pas un malfrat. Au total, 6 personnes sont décédées dans des circonstances troublantes dans les geôles du commandement territorial des forces de police de Brazzaville. Qui valent les morts des Kuluna avec coup de machette,
il faut aussi les Oui, mais tuer, Georges, ceux-là pardon de aussi. vous couper comme ça. Moi, j'évoquais la situation du beach, c'est-à-dire les massacres du beach. Et nous avons vu d'ailleurs sur ce même plateau des témoignages qui ont révélé que finalement, il y en avait beaucoup plus. C'est des dizaines de Ben milliers oui, de oui, jeunes bien qui sûr, avaient bien été sûr, décapités. bien sûr. Et j'ai encore pris l'exemple du couloir de la mort au niveau du pôle. C'est pour montrer que finalement, dans ces opérations, ça a toujours été la garde présidentielle de Denis Sassou Oui. Nguesso. Et aujourd'hui, on nous parle d'une opération zéro Kuluna. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Une nuance s'impose. Nous ne soutenons pas les Kuluna. Les Kuluna Non. sont indiscutablement punissables. Il faut les sanctionner, les arrêter, les présenter devant la justice, et la justice prononcera les sanctions. Quitte à pourquoi pas les condamner à des travaux, des peines de réclusion criminelle, pourquoi pas les travaux forcés. Mais cela doit se dérouler dans un cadre légal. C'est ça le problème. Et non tel que les autres. Et donc, moi, je reviens là-dessus pour dire, désormais, on a encore une autre opération lancée par la même direction générale de la sécurité présidentielle, une opération qu'on peut qualifier de criminelle. De criminel parce que une opération lancée par un général, soit-il de la présidence de la République, une opération qui n'implique ni le ministère de la Défense, ni l'état-major général de l'armée, ni la police, ni les institutions de la République, soi-disant qu'elles existent, on doit se poser quand même des questions. Mais Christian Perrin, mais bien sûr que c'est ça. Alors, j'aimerais, parce qu'il faut qu'en prenant la parole, essayons de donner un peu des éléments aux gens qui prennent la parole aussi. Et c'est bien, très bien aussi que les gens prennent la parole. C'est une forme de démocratie aujourd'hui que nous avons recherchée. Si nous nous battons dans le combat que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous chérissons la démocratie. Et la démocratie, c'est la capacité que les gens ont à se parler librement sans être inquiétés de quoi que ce soit, quelles que soient les choses qu'ils vont dire, parce que les choses qu'ils vont dire, même si c'est trop fort, à mon sens, c'est ça qui permet à une société d'avancer. Et les médias sociaux, nous applaudissons les médias sociaux que certains fustigent aujourd'hui, mais qui nous permettent, n'est-ce pas, de prendre la parole aujourd'hui comme nous le prenons. Mais donc, on a besoin quand même que les gens qui prennent la parole aussi puissent mettre, n'est-ce pas, sur la table ou bien dans leur esprit ce recul historique qu'il faut comprendre pour bien saisir la portée de la violence dans la société congolaise. Et depuis que M. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, il le sait lui-même aussi, puisqu'il est à la manette. Tout ce que nous ne connaissons pas, les stratégies qu'ils mettent derrière les portes là, mais ils le mettent en place. Demandez à M. Dabira quand même aussi, qui dit des choses maintenant qui est pourchassé. Ils connaissent un peu la construction de la conquête et de la sauvegarde du pouvoir qui est basée sur une politique de terreur et de violence envers toutes les personnes qui se lèvent contre eux pour dire un autre son de cloche. Ils le savent très bien, ils le mettent en pratique. La nuit, là, quand ils font la fameuse politique qu'on ne voit pas. Parce que ces jeunes Kuluna, on l'a dit, c'est une prérogative de la police et de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Pas de l'armée. Parce que la police et la gendarmerie qui travaillent sous la coupe, n'est-ce pas, du ministère de l'Intérieur, doivent, n'est-ce pas, veiller à l'ordre dans la République. La quiétude des Congolais permet aux Congolais de dormir tranquillement. Le bon sommeil aux Congolais. Mais Georges Chokoba, c'est la question qui s'impose, elle nous a été posée. Est-ce qu'on peut combattre le crime par le crime? Mais non, mais c'est ça évidemment, on ne peut pas. Mais ce serait quand même dommage. Dans les grands pays où nous vivons, aux États-Unis, en France, partout, les criminels, on les attrape. Il y a un dispositif réglementaire et légal qui est là d'appréhender les malfrats, les criminels. Il y a des gens qui ont tué plus que ce que les petits frêles que nous avons. Oui, mais pendant que vous dites ça au niveau au Congo, les gens, vous allez suivre, hein, sur les réseaux sociaux, ils reviennent souvent pour dire, bah oui, vous n'avez pas vécu ce que les Kuluna font, c'est parce que vous n'avez jamais été victime de ce que les Kuluna font, voilà pourquoi vous les défendez. Ailleurs, il y a bien de la violence. Je suis désolé,
Mais ce qu'ils ne disent pas, il faut qu'ils disent que vous êtes là-bas, vous ne voyez pas ce que le régime du Congo-Brazzaville nous fait ici. Parce que le régime du Congo-Brazzaville, non seulement il tue physiquement, mais il affame aussi. Le Congo-Brazzaville, c'est l'un des pays les plus riches en Afrique noire. C'est le 3e producteur de l'or noir. C'est le producteur de diamants, des essences de bois les plus chères. Demandez à Njombo, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent du Congo? Demandez à Oba, qu'est-ce qu'on a fait des minerais du Congo? Demandez à toutes ces personnes-là où est passé l'argent du Congo qu'on n'arrive pas à, n'est-ce pas, à créer une société. À donner un cadre viable, évidemment, un cadre viable aux jeunes, voilà, c'est ça. C'est ça qui est plus important là. Qu'on arrête ce discours idiot, je le dis clairement, ce discours idiot qui permet de dire, et en plus aussi, on nous fustige, oh, vous êtes dans la diaspora, et en tout temps, c'est nous qui sommes de la diaspora qui nourrissons les gens au Congo que le gouvernement n'arrive pas à nourrir. Combien de Western Union nous n'en voyons pas? Combien de RIA nous n'en voyons pas? Et au niveau international, les statistiques ont montré que l'argent que nous envoyons en Afrique est plus important que l'aide au développement. Donc, il faut qu'ils arrêtent avec cette rhétorique idiote de dire que vous êtes là-bas. Mais c'est nous qui vous nourrissons puisque le Congo n'arrive pas à vous nourrir. C'est nous qui vous nourrissons puisque vous avez des années et des années d'arriérés de salaire. Mais si les parents n'ont pas leur salaire, on cumule jusqu'à 30 mois ou 60 mois sans salaire. 70 mois sans 70 mois, mais comment ils vont nourrir les enfants, machin là? Mais comment ils vont les envoyer à l'école? Et les retraités sont à plus de 40 mois de pension impayée. Il y a des retraités qui meurent sans avoir touché leur retraite. Quand même. Soyons un peu plus intelligents que ça, que de se lever comme ça, allons porte-pièce, raconter des conneries. Je suis désolé. Et pendant que vous parlez des retraités, juste une précision, il y en a qui sont à 11 ans. Je dis bien 11 ans, pas 11 mois. 11 ans sans pension. Si on n'a pas la solution, nous allons dormir ici à la primature. Là, nous sommes devant la gare, non? Voilà, on n'est pas des petits-enfants. S'il pleut, il faut rester dans la maison. Si tu continues à courir pour arriver au village, tu vas te mouiller, ne cours plus. Nous sommes déjà les morts. On ne peut pas mourir 2 fois. La colère monte d'un cran ici à la place de la Liberté ce 16 avril. Ces retraités de la commune de Brazzaville qui cumulent pour certains 11 ans et d'autres 9 ans sans pension expriment leur ras-le-bol. Ces retraités pointent du doigt la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale CNCS qui refuse de retirer leur dossier de l'administration municipale pour traitement alors que le gouvernement a déjà versé 35 milliards 914 millions 34 069 francs CFA. Trop c'est trop, nous sommes prêts à rencontrer le Premier ministre. Pourquoi? Aujourd'hui, tout ce monde que vous voyez là, les papas là, nous sommes devenus comme les fous dans un pays où nous sommes les Congolais. On ne peut pas accepter que 10 ans, la mairie n'a pas pu verser. L'État a pris une bonne part pour dire je prends l'engagement. Pour les 3 milliards qui restent, aujourd'hui rien n'est fait. Qu'on nous donne ce qui est pour nous avant la mort. Ces retraités, déjà fragilisés par le poids de l'âge, peinent à colmater les brèches pour leur survie et estiment avoir épuisé toutes les voies de recours sans suite favorable. Sinon, avec les 3 milliards, on pouvait prendre les 600 dossiers, puisque nous avons fait un tour au niveau du ministère des Finances. Ils nous ont dit le dossier est bel et bien arrivé, ils vont programmer. Prenez le dossier. Maintenant, nous, on se pose la question. À qui profite ce bruit-là? La primature, c'est leur dernier rempart, disent-ils, très impatients de voir leur dossier être traité à la CNCS pour enfin percevoir leur pension. Comment les enfants ne peuvent pas devenir des Koulouna? C'est un abandon. Et c'est pourquoi je disais dès le départ, la responsabilité, c'est la famille, d'accord? C'est bien vrai. Mais comment est traitée la famille congolaise? Si la famille congolaise est maltraitée, comment si une famille maltraitée va traiter ses propres enfants en tant que telle? Et on les voit quand même aussi eux-mêmes. Ils se pavanent avec une richesse indue incroyable, insolente, jusqu'à à provoquer les gens. Des milliards par-ci, des milliards par-là, ils en disposent, mais ils n'ont même pas, c'est-à-dire ça ne les gêne même pas. Ça ne les gêne même pas d'une personne qui se lève comme ça, qui a des milliards. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces milliards-là?
Si les le petit milliards qui te reste à vivre, volés dans les caisses de l'État. Georges Goma, on revient donc sur mais l'opération. non, mais Très ça c'est important curieusement, de le savoir parce qu'il y a un rapport avec ce que nous oui, disons, évidemment, Christian. tout à fait, mais on va évoluer parce que Ce le sont les temps... racines du phénomène des bébés noirs, là. Tout à fait, Hein? tout à Nous fait. voulons des gens pour réfléchir ici, pas des gens Oui. pour venir raconter des conneries. Je vous Il comprends faut très bien, une Georges causalité. Goma, mais Il y a on ce va qu'on appelle gérer. une causalité. Il y a une causalité entre les faits. Tout à Il y a fait, une tout à fait. corrélation entre les faits. Je suis très conscient de tout cela, mais on va gérer aussi le temps. Donc, je D'accord. disais, on revient donc sur l'opération Zéro Kuluna. Ici, il ressortirait que finalement, les Congolais soutiendraient, je préfère mettre ça au conditionnel, soutiendraient largement cette opération. Et donc, le seul argument désormais présenté, c'est que les Congolais soutiennent cette opération et donc c'est normal. On peut commettre des crimes contre l'humanité, c'est normal parce que les Congolais soutiendraient cette opération. Je pose donc la question de savoir si la justice fonctionne sur la base de l'opinion publique. Mais non, ce serait dommage, ce serait dommage. Vous savez, une fois de plus, je le redis encore, les gens qui vont bien faire avancer la cause, ce n'est pas des gens qui se basent sur ce qu'on appelle le sens commun. Parce que la connaissance, Christian, la connaissance, ça s'acquiert. La connaissance scientifique n'est pas quelque chose qui est donné à première vue. Quand ce que nous voient nos yeux là, ce n'est pas la vérité. Nos yeux voient le soleil se lever à l'est, se coucher à l'ouest, mais ce n'est pas la vérité. La vérité qui a été conquise par les scientifiques, qui est la vraie vérité, c'est que c'est nous qui sommes sur la Terre qui tournons autour du soleil, Christian Perrin. La vérité, ce n'est pas le sang qui me coule dans mon corps qui est rouge. Mes yeux voient le sang qui est rouge. Mais la vérité, c'est quand le scientifique, le biologiste va prendre ce sang, va l'utiliser avec des méthodes bien déterminées pour dire, Monsieur Goma, vous êtes en bonne santé. Ou Monsieur Goma, vous avez telle ou telle maladie. Parce que la façon dont il va travailler la centrifugeuse et tout cela, il y a des chiffres qui vont sortir. Les chiffres, on ne les voit pas. Mais c'est ça qui va me dire que Monsieur Goma, vous avez des petites cellules mauvaises, là, il faut aller voir le toubib. C'est ça qui va... Ça veut dire on est là en face d'une... comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'opinion publique et donc on est en face de la foule. Or, la foule ne raisonne pas. Ben non, mais écoute, la foule ne voit que ce qu'il voit. Il y a ce qu'on appelle le sens commun et le sens construit, le sens scientifique qui est cette vérité qu'il faudrait aller creuser même dans l'activité politique. Là, j'ai pris l'exemple du biologiste, mais les sciences politiques, c'est la même chose. La vérité, c'est quand M. Denis Sassou Nguesso, dans son secret, signe les accords ou fait des stratégies que tout le monde ne voit pas et on ne voit que l'expression de ce qu'ils ont décidé en cachette et on voit les chars sortir par-ci, tuer les gens. C'est ça ce que nous voyons. Mais avant, qui a pris la décision de le faire? Donc, dans cette histoire-là, Christian Perrin, c'est une inconséquence insupportable. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer que certains intellectuels congolais, bien sûr, qui sont à l'étranger, soutiennent cette opération, sachant que ce sont des crimes contre l'humanité. La vérité, c'est ça, ce sont des crimes. Mais attendez, sincèrement, mais les institutions existent pourquoi? Qu'est-ce qui a justifié le changement de la Constitution de 2015? Le ministre de la Communication, Mungala Thierry, ne l'a pas dit clairement que c'est pour faire avancer les institutions. Mais pourquoi les institutions régaliennes dont l'État seul a le monopole de la violence, la police et la gendarmerie, sont inopérantes? Mais ces institutions-là, mais l'histoire des Kuluna, là, on a écrit là-dessus, non? Mais ça fait plus d'une décennie que ça existe. Ce qui veut dire que la gendarmerie et la police couchent avec les Kuluna, copinent avec les Kuluna. Dans les médias sociaux, on a bien vu des témoignages des jeunes, des gens qui ont dit que non, ben oui, voilà, c'est un Kuluna, ils sont, voilà, il y a des rapports. Ils sont partout, les Kuluna sont partout, à la justice, à la police. Les Kuluna sont partout, ils prospèrent tranquillement à la barbe de la police, qui est nantie, qui est dotée des moyens conséquents, parce que les moyens de la police, on voit très bien. Hein. Allez demander aux gens qui travaillent au port, ils vous diront, ah, la nature des véhicules de police qu'on voit débarquer ici, oh, on n'a jamais vu ça, hein. C'est tellement sophistiqué. Ils ont des moyens. L'argent coule à flot puisque l'argent du Congo ne sert à défaut de payer les salariés, l'argent du Congo ne sert qu'à renflouer, n'est-ce pas, toutes les instances, les structures légales ou pas légales qui permettront de pérenniser le pouvoir. Donc, il faut être sérieux.
La police et la gendarmerie ne foutent absolument rien dans une vidéo. J'ai dit, mais si une institution ne fout rien, ne fait pas le travail pour lequel on l'a embauché, on le fout dehors, on arrête le contrat. Si je vous embauche et vous ne faites pas le travail, mais je rends le contrat. Vous ne servez plus à rien. Maintenant, laissez. Et puis, il faut savoir, la police et la gendarmerie travaillent avec le ministère de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est l'armée. Parce que la DGSP, là, la garde présidentielle, c'est encore de l'armée, ça. Mais l'armée, par principe, travaille main dans la main avec le ministère des Affaires étrangères pour protéger le pays contre les influences extérieures. Si le ministère des Affaires étrangères et la diplomatie n'arrivent pas à résorber une crise, on passe à la guerre. Et l'armée va travailler là-dessus. L'armée n'est pas faite pour faire un travail de police à l'intérieur. Il y a déjà un conflit de valeurs à ce niveau-là. Il y a un conflit de valeurs. Oui, mais pardon, Georges Goma. Monsieur Perrin, laissez-moi un peu vous dire encore cette affaire-là. Je vous en prie, oui. La personnalisation, n'est-ce pas, de toutes les institutions au Congo-Brazzaville. La garde présidentielle garde le président de la République, par essence. Moi, je ferai la différence entre la garde présidentielle et la garde républicaine. La garde républicaine, je verrai évidemment la République en tant que telle. Mais tous les indices montrent à croire que, mais finalement, tout ne fonctionne que pour protéger une seule personne, qui est M. Denis Sassou Nguesso. Que ce soit sur le plan sécuritaire, tout le monde c'est autour. Et finalement, et la police, et la gendarmerie, et la garde présidentielle, et la garde républicaine, et tous les autres corps, puisqu'il y a aussi le privé, là, ils ont des agences privées, tout compte, c'est pour une personne. Nous parlons des bébés noirs comme étant un artefact d'une situation plus générale. C'est pourquoi nous parlons de racines du problème des bébés noirs. Si on ne fait pas l'effort de saisir les racines qui ont permis l'éclosion des bébés noirs, on le tape dans le mur. On ne comprendra rien, on ne prendra sa bouche que pour raconter des insanités et des conneries. Peut-être qu'il faut développer cet argument-là. Si on ne trouve pas des solutions sociales, économiques, ça sera difficile d'éradiquer le phénomène. Est-ce qu'il faut... Bien sûr, Christian, c'est d'une facilité exemplaire de régler le problème des bébés noirs. Si le contexte était favorable, je réglerais ce problème-là, sincèrement, avec les moyens nécessaires. Parce que ce qui est là, il faut reconstruire le tissu socio-économique au Congo-Brazzaville. Il faut retravailler la cohésion sociale, Christian Perrin, au Congo-Brazzaville. Il faut chercher des moyens, il faut chercher à se copiner désormais avec des valeurs socles qui sont non négociables pour résoudre ce problème-là. Christian Perrin, les valeurs, j'ai dit les valeurs, vous avez dit au départ que j'étais sociologue, donc permettez-moi d'être quand même aussi dans mon champ de prédilection. Les valeurs socles pour retrouver un équilibre dans la société congolaise, c'est la dignité humaine et la non-violence. Ça, c'est une valeur fondamentale. Les gens qui clairent tout, il faut tuer, il faut tuer, il faut arrêter avec la rhétorique de la mort. Nous avons besoin d'une rhétorique de la vie au Congo-Brazzaville qui vont permettre aux Congolais, n'est-ce pas, de vivre. Il faut aussi le principe de la vérité et de la responsabilité, Christian Perrin. La vérité et la responsabilité. C'est une valeur centrale non négociable si on veut retrouver, si on peut trouver la quiétude de nos populations, comme ceux qui claironnent, puisqu'ils sont soucieux, évidemment, des gens qui, dans nos quartiers, sont, évidemment, dans des situations difficiles. C'est quoi encore une autre valeur? C'est la justice réparatrice, Christian Perrin. La justice réparatrice est aussi, vous savez, la justice réparatrice, là, c'est évidemment, c'est qui les victimes de la chose? Comment on va reprendre? Comment on va les réparer? Comment on va prendre ces jeunes-là? Parce que ces jeunes-là, je l'ai dit tantôt, hein, les gros bras de la police, les gros bras de la gendarmerie, les gros bras de Oboa, à côté d'une bande de jeunes, il suffit de les encercler,
de faire des enquêtes communautaires. Il faut reprendre aussi le concept de la communauté. Les zones là où ces jeunes-là opèrent, on peut faire une cartographie de ces zones-là, faire travailler avec les populations, faire des enquêtes de quartier, demander aux uns aux autres, mais c'est à quelle heure qu'ils opèrent? Mais ils sont combien? Qu'est-ce que vous avez vu? Ah, j'ai vu, ils étaient là. Tout ça, on ne fait pas. La police ne fait pas ce travail-là. Si la police faisait ce travail-là, en un peu de temps, on peut avoir une cartographie d'une zone où ils sévissent et prendre les décisions nécessaires. Et puis avec les populations, on peut appréhender ces jeunes-là. Mais on les appréhende pour en faire quoi? Mais simplement pour les réhabiliter, ce qu'on appelle the rehab, la réhabilitation. On devait la rééducation, comme tu dirais. Des milliards, Christian, qu'ils vont jeter par la fenêtre, aller faire la luxure à Dubaï, aller faire la luxure partout. Mais c'est des milliards. Imaginez un peu que ces gens-là, qu'un petit ange puisse passer dans leur esprit, se disent, ah ben écoute, depuis que je me nourris de beaucoup d'argent, qu'est-ce que j'ai changé? Je suis toujours resté moi-même. Bon écoute, je vais arrêter ça. Mais je veux bien sûr mettre quand même l'argent. Mais on mettait l'argent, on reprendrait ces jeunes-là. Il suffit de les prendre, de faire des centres de rééducation, et puis ces jeunes-là sont réparés. Oui, mais pendant qu'on vous dit ça, pardon, Georges Goma, c'est que quelques jours avant, je crois 48 heures seulement, on a vu le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso visiter le centre de rééducation, je crois, oui, c'est ça, de rééducation à Aubéville. Et on se disait certainement, c'était aussi pour ces bébés noirs, entre guillemets, mais curieusement, 48 heures après, au lieu de les arrêter, les présenter devant la justice qui va probablement les condamner et les rééduquer, non, on a été surpris, 48 heures après, voilà, c'est l'opération d'exécution sommaire. Ben non, mais il y a quelque chose qui cloche. C'est pourquoi, évidemment, derrière ces opérations, il y a un autre agenda qui est là-dedans, finalement. Mais comment le Premier ministre, le chef du gouvernement, dit quelque chose et du coup, le patron de la garde présidentielle descend sur le terrain pour abattre les jeunes. Pour abattre les jeunes. Alors, la question qu'on se pose maintenant, qui est-ce qu'on va aller rééduquer là-bas? Je vais proposer donc à nos téléspectateurs le reportage, évidemment, de la visite d'Anatole Koliné-Makosso du centre de rééducation à Aubéville. Suivez. À près de 10 km de Madingo Centre se trouve le centre d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes d'Aubéville. Doté d'une capacité d'accueil estimée à 400 jeunes, ce centre qui est né de la volonté du chef de l'État Denis Sassou Nguesso s'apprête à recevoir la première cohorte des jeunes en conflit avec la loi, couramment appelés bébés noirs. Comparativement au mois antérieur, les travaux avancent normalement, d'où l'optimisme du ministre en charge de la jeunesse, Hugues Golondélé, qui l'a visité le mardi 22 septembre 2025. On ne devrait pas s'en réjouir davantage, sinon que donner encore un peu plus d'énergie pour faire mieux. Parce qu'au Béville aujourd'hui, demain ça sera au Tsende, après au Tsende ça va être au Dziba et au Bokania. Et nous avons certainement encore un peu d'énergie pour réaliser ces travaux pour le bien de notre jeunesse. Parce que le futur de ces jeunes, le futur de la jeunesse congolaise se construit aujourd'hui. Donc en finalité, c'est bien que le gouvernement ait pris l'engagement de bâtir ce genre de centre pour atténuer tant bien que mal ce phénomène qui commence à rentrer dans nos ménages. Loin d'être un centre de rétention comme certains peuvent le penser, Aubéville est une école de rééducation avec un objectif bien déterminé, notamment lutter contre le banditisme en milieu urbain en redonnant confiance non seulement aux jeunes délinquants, mais également et surtout à la société. Ces jeunes qui auront franchi la première phase qui va durer 3 mois vont commencer l'apprentissage des métiers. Ici, nous avons quelques modules. Nous avons la menuiserie, nous avons la boulangerie-pâtisserie, nous avons la soudure,
nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage porcin et avicole. Dans le but de toucher du doigt le niveau d'exécution des travaux de ce centre, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, avec à ses côtés Hugues Golondele et Rigobert Mabundu, respectivement ministres en charge de la jeunesse et de la recherche scientifique, ont eu droit à une visite guidée. Le 23 septembre courant, le chef du gouvernement a eu les mots justes pour apprécier le niveau d'exécution des travaux. Je suis d'autant plus impressionné par la qualité des infrastructures. Je disais à M. le ministre, et je le dis aux populations qui ont longtemps marqué l'impatience, au même titre que nous, au même titre que moi, au même titre que le président de la République, qui tenait à ce que ce centre soit vite ouvert. Je dis, la patience valait la peine. Voilà. Parce qu'on n'a pas voulu confondre précipitation avec vitesse. Le ministre a tenu à prendre le temps qu'il faut, à s'enrichir de toutes les expériences, à s'entourer de toutes les compétences. Et je crois que le résultat qui nous est servi aujourd'hui méritait effectivement que nous ayons pris ce temps pour qu'on réalise que nous avons un établissement digne de ce nom. Et j'ai toujours continué à le dire, le ministre le disait d'ailleurs, nous sommes là dans la trajectoire telle qu'elle avait été définie par le président de la République. Voilà, je salue ce travail et je crois que le gouvernement va se mobiliser pour accélérer les travaux du centre d'addictologie, pour que effectivement tous les services soient complets et que dans les meilleurs délais, ce centre puisse être ouvert à nos citoyens, à nos jeunes en conflit avec la. Voilà, alors donc on se pose la question, qui va-t-on rééduquer là-bas? Puisque maintenant il faut les exécuter, tel qu'on est en train de voir. Oui, mais ça montre un désordre artistique dans le fonctionnement de l'exécutif du Congo-Brazzaville. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent plus ce qu'ils font. Voilà, le Premier ministre qui prend la parole pour dire une initiative et le patron de la garde présidentielle qui lance ses chiens de garde dans les quartiers pour tuer les jeunes. Et mais je ne sais pas mais comment ils supportent même là cette notion de tuer un petit enfant. Mais un petit enfant qui fait des bêtises, on le donne des belles claques, on le fouette comme il faut, on le jette là-bas et puis bon, voilà, on l'éduque. Moi, j'ai mes enfants que j'ai pas, mais je ne vais pas tuer mes enfants quand même, Christian Perrin. Je ne vais pas tuer mes enfants. Mais là, on assiste à un État qui tue ses enfants. Mais attends, mais c'est une façon de dire. Je pense que je voulais que les Congolais le comprennent. Un État qui tue ses propres enfants. Ça, on n'a jamais vu ça dans le monde. On n'a jamais vu. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'exécutif du Congo-Brazzaville, quand même. On n'a même pas parlé. Et personne, et curieusement, personne ne parle. On ne voit que l'armée avec M. Oboa qui descend sur le terrain. Vraiment. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mvouba, motus, bouche cousue. Le président du Sénat, M. Ngolo, motus, bouche cousue. M. Mboulou, ministre de l'Intérieur, motus, bouche cousue. Le procureur de la République au Congakala aussi, pareil. Oui. Au Congakala qui sort pour faire son petit théâtre habituel, amuser la galerie, puisqu'il est même content souvent quand on limite, lui-même aussi rentre dans cette théâtralisation-là qui au fond est une tragédie. Parce que c'est une tragédie, c'est une dramaturgie ça. C'est une tragédie pour le peuple congolais. Pendant qu'il fait son théâtre, les gens souffrent, on tue les jeunes, alors qu'il devait protéger ces jeunes-là. Donc il y a un exécutif qui est bancal, qui ne sait plus quoi faire. Mais le problème, c'est que quand on a constaté qu'on a le pouvoir depuis 42 ans, on n'arrive pas. Mais attendez, si vous n'arrivez pas, laissez le pouvoir, laissez aux autres qui ont la capacité de faire. Pendant votre vie, vous allez voir comment est-ce que les autres vont faire. Pascal Issouba, paix à son âme, je suis désolé, c'est pas... Mais tout ça, c'est important. C'est important. On voit aujourd'hui les gens qui reviennent toujours sur Pascal Issouba. Mais il y a une fois qu'il y a il est même à Pascal, tranquille. Depuis des années en plus. Combien d'années? Donc, en plus, Pascal vous a laissé le bonheur de le contrat de partage de production qui vous donne beaucoup d'argent aujourd'hui, que vous devez quand même développer ce pays puisqu'il était incapable de le faire. Voilà, Giorgio Goma, pardon, on va donc continuer, mais cette fois-ci avec un autre extrait de la vidéo. C'est une dame, une femme,
faut le dire comme ça, qui a été traumatisé d'avoir assisté évidemment à ces exécutions sommaires. Je vous propose de la suivre et on revient sur le plateau. tozolala te pardon awa uti koboma mokonzi yo liboso na biso kaka awa donc moi kolala ati vraiment apesi ye pardon bokende oboma bango mosika parce que boye tozokoka te nzambe na ngai moya kolala ati moya kolala eza ti moya kolala ati tala makila yango oyo banangoli bango bakena bango oh Seigneur Jésus, je n'arrive même pas je sais pas comment je vais dormir. Je vais dormir comment là? Comment je vais dormir? Non, s'il te plaît. Non, kokate, pardon. Non, kokate. Jésus. Allez, vraiment, 0 heure. Bah, yo, bon, ma, il bosse la biche. Tout là, la nini. Na bala, bah, il traumatisé la bandako. Voilà, alors elle est traumatisée pour avoir assisté à ces opérations d'exécution sommaire et extrajudiciaire. En fait, il faut dire la vérité, ce sont là des crimes contre l'humanité parce que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ni la justice, ni la police, ni la gendarmerie, ni le Parlement congolais, voilà, toutes les institutions sont aux abonnés absents. Personne ne parle. Comme quoi, Oboa s'est réveillé un matin et a décidé d'aller voilà, affronter les bébés noirs, les abattre à bout portant. Et d'aucuns parlent de la raison d'État. Est-ce que ça peut se justifier? Mais quelle raison d'État là? Il ne faut pas que les gens racontent tout et n'importe quoi. La raison d'État, c'est quoi? La raison d'État, on l'utilise dans des affaires vraiment qui mettent la nation en danger, dans des grosses affaires au niveau international ou que sais-je encore. C'est pas avec, une fois de plus, avec une bande de jeunes délinquants dans les quartiers. Maîtrisable en plus. Vous avez parlé d'une chose très importante ici, la jeune dame, la vidéo qu'on vient de voir là, pour la jeune dame. Mais vous voyez comment est-ce que la jeune dame est traumatisée? Elle est traumatisée. Mais le trauma aussi, l'enregistrement ou infliger le trauma, ça rentre aussi dans la technique, n'est-ce pas, du régime en place. Il faut traumatiser les Congolais pour qu'ils ne bougent jamais. Voilà, c'est ça. Rappelez-vous un peu, Monsieur Christian Perrin, je vous ai parlé du recul historique, le processus même de la reconquête du pouvoir par Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui lance ses cobras, n'est-ce pas, dans les régions du sud de la République. Ils savent ce qu'ils ont fait, puis ils sont rapportés, n'est-ce pas, étape après étape, les affres de ce ratissage-là. Ils ont filmé ça, ils ont traumatisé les gens dans le pool, ils ont tué les gens dans le pool, jusque dans les régions sud. Et quand c'est terminé, l'opération est terminée. Vous pensez que le traumatisme est où? Le traumatisme est des deux côtés, non? Le traumatisme reste dans les gens qui ont subi les affres de cette oppression inqualifiable. Mais le traumatisme aussi reste dans la tête, dans l'esprit des gens qui avaient les armes pour infliger ce traumatisme dans les régions du Sud. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Je le dis toujours, du haut de mes 62 ans, mais nous sommes ça fait longtemps qu'on observe la vie politique au Congo-Brazzaville. Nous connaissons très bien la vie politique au Congo-Brazzaville. Mais à Paris, on a vu ces jeunes-là, après la guerre, affloués, n'est-ce pas, ici à Paris. Mais en tout temps, c'est un élément important puisque les analyses, je vous ai parlé de la corrélation à mettre entre les facteurs. Pendant la guerre, quel est le seul ambassadeur qui est resté au Congo-Brazzaville pour veiller sur le grain? C'est l'ambassadeur français. Et qui était même gardé par... il était même gardé par des cobras. Ben, il était gardé par les cobras, ce qui veut dire que le travail de M. Denis Sassou Nguesso, il a fait avec les Français, et pour cause. Donc, c'est tout à fait normal qu'après le traumatisme que ces petits jeunes, que Sassou Nguesso a disait ouvertement, tout le monde le sait. Les archives existent. Donnez-moi vos enfants, parce que le Souba veut venir vous tuer. Attendez, sur la base de quoi Sassou Nguesso peut dire que voilà, qu'il était dans la tête de Souba pour dire que voilà, le Souba va aller, et parmi les présidents qui sont passés au Congo,
Il y a un seul président qui a eu une vision de la politique basée sur la violence et l'assassinat des autres. Jamais. Ça soit le seul. Voyez? Donc, ces jeunes-là qui ont été traumatisés pour avoir traumatisé les populations ont été envoyés en France aussi, un peu partout, pour les mettre un peu au frais, pour qu'ils se refassent une santé psychique ou psychique, parce que c'est traumatisant de voir. Et aussi, de fil en aiguille, on voit comment est-ce que, on a entendu aussi que parmi les gens qu'on envoie là, c'est des étrangers aussi. Mais les étrangers, c'est pourquoi? Mais parce que M. Denis Sassou Nguesso sait très bien que les Congolais ne sont pas d'accord, de tous les côtés, hein, que ce soit dans sa propre région ou dans les régions du sud, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Les Congolais n'aiment pas la violence. N'aiment pas la violence. M. Sassou Nguesso les entraîne dans la violence. Donc, oui, lorsqu'on parle, Georges Goma, lorsqu'on parle de la présence des étrangers, évidemment, on a eu des témoignages comme ça qu'on pourrait donc proposer à nos téléspectateurs. C'est un fichier audio qu'on va écouter. Désolé pour ma voix, mais rappelez-vous que j'avais écrit un message qui disait que, très bien que, dès le 5 octobre, c'est la milice privée de Denis Sassou Nguesso, composée essentiellement de Rwandais, qui vont venir remplacer la DGSP. Ils seront encagoulés, ils auront des armes, et l'objectif qu'on leur a donné, c'est de terroriser la population jusqu'aux élections et de sécuriser les deux grandes villes. Là, actuellement, la DGSP va à la Pointe-Noire dans très peu de temps. Ce ne sera pas la DGSP, ça sera la milice privée de Sassou. Là, je viens de vous envoyer un message qui dit clairement qu'une personne demande à Serge Boa d'entrer de maison en maison. Ce n'est pas Serge Boa. Serge Boa est dans un piège. Il ne peut qu'exécuter les ordres. La milice privée, là, c'est eux qui vont commencer à rentrer de maison en maison. Ils vont comme ça tuer les papas, les mamans, les enfants, tout le monde, sous prétexte de cacher les bébés noirs. Cette opération-là va se transformer en cauchemar, je vous dis, préparez-vous. Voilà, alors cette thèse peut être plausible, je dis peut-être plausible parce que lorsqu'on observe le mode opératoire de ces soldats cagoulés, armés, lorsqu'ils arrivent devant les jeunes, en réalité, ils ne cherchent même pas à savoir si la personne qui avait été dénoncée, c'est bien celle qui est devant eux. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils la battent, ils l'achèvent directement, fusillade par balle. Et on se dit donc que si ce sont des soldats congolais, imaginez qu'ils se retrouvent, mais puisqu'au départ, on n'a pas l'identité réelle de la personne qu'on va rechercher. Imaginez qu'on donne une mission comme ça, un ordre à un soldat congolais, et qu'il arrive, il se rend compte qu'il est devant son parent. C'est sûr et certain qu'il va reculer. Et donc, dans ce genre de mission, généralement, on utilise des mercenaires, des étrangers, qui n'ont rien à faire à foutre avec les Congolais. De toute façon, ils n'ont pas de famille au Congo, et donc ils passent à l'acte. Et ce mode opératoire, aujourd'hui, commence à interroger. Voilà pourquoi certains commencent à parler des étrangers dans les rangs de ces hommes qui sont en train de commettre des crimes. Mais cela va sans dire, Christian Perrin. C'est exactement cela. Hein? Les Congolais, nous avons eu une nation. Hein? On a vécu la nation congolaise, là. On a vécu la nation congolaise. Une fois de plus, il faut reconnaître simplement que ce qui nous est arrivé en 1977, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Parce que Marien Ngouabi, on peut le critiquer comme on veut, mais c'est une personne qui luttait contre le régionalisme, Marien Ngouabi. Les Massamba Débat, c'est des gens qui ont eu une idée forte, n'est-ce pas, de la nation en tant que telle. Les anciens présidents ont eu une idée très, très, très forte de ce qu'était la nation congolaise. Il y a même des images qui sortent maintenant là, avec les Diawara, là. Je ne sais pas si tu as vu là, mais Diawara, voilà, il allait dans les régions. Voilà. Pour conscientiser la jeunesse, oui. La jeunesse, voilà. Tu vois l'entrain d'une personne. On voit très bien que c'est des gens qui sont animés par un idéal nationaliste en tant que tel, un idéal de cohérence, un idéal de progrès aussi. Voilà les expressions que les gens doivent, n'est-ce pas, faire sens. Les idéaux de progrès. Ils descendaient. On avait quelque chose. Regardez même au niveau de l'école, les pionniers là, c'était les pionniers, c'était quand je vois ces images là, j'ai envie de pleurer parce que nous avons vécu
Nous avons vécu cela, Christian Perrin. On parle de l'éducation. À l'époque, c'était presque un sacerdoce, l'éducation. L'éducation, c'était quelque chose de formidable. Et je vais reprendre aussi M. Denis Sassou Nguesso lui-même qui dit, devant la presse internationale, à une question qui lui a été posée, il dit que non, mais les 100% de scolarisation, nous avons atteint des années 70 et au début des années 80. Mais le début des années 80, c'est le début de sa politique à lui. Donc, ce qui veut dire que les autres présidents ont fait tout pour pousser l'éducation jusqu'à 100% de scolarisation au Congo-Brazzaville. Et lui-même, il dit qu'on a pris, n'est-ce pas, la décision de détruire l'éducation. Et l'éducation comme il a dit lui-même. Et du coup, l'éducation a payé. Et maintenant, quand on voit les enfants qui ne vont pas à l'école, et puis aujourd'hui, l'éducation nationale, je me demande s'il y a un ministère de l'éducation nationale au Congo. On me dit qu'il y a des écoles privées, les écoles privées. Mais les écoles privées, ça crée une éducation à deux vitesses parce que tout le monde n'aura pas les millions pour aller donner dans ces écoles-là. Si l'école publique est tuée, on tue les individus, on tue les institutions. Mungala Thierry devait venir rendre compte ici pour voir qu'ils nous disent comment est-ce que les institutions ont évolué. On les a tuées, les institutions. Hein? L'école n'existe plus. Et vous allez tuer les gens que vous empêchez d'aller à l'école pour avoir tué l'éducation nationale. Mais qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Qu'est-ce qu'ils cherchent à la fin? Donc, il faut peut-être pour créer les troubles. Georges Goma, on est presque à la fin de cette émission. Deux questions restent encore à poser. On va proposer une image à nos téléspectateurs. C'est qu'on revient sur le mode opératoire de ces soldats qui sont sous le général Serge Oboa, qui risquerait un jour de répondre pour crimes contre l'humanité. Et ces dénonciations, nous l'avons dit au début de cette émission, se font au téléphone, par appel téléphonique. Donc, quelqu'un qui a des différends avec un autre peut appeler la DGSP pour dire, écoutez, à telle adresse, viens Koulouna, on arrive là-bas, sans chercher à savoir si c'est la personne, si c'est bien elle, eh bien, on la bat, on l'achève, et c'est à ce à quoi on est en train d'assister. Et nous avons une image où un jeune a échappé belle à la mort. Déjà, rien à le voir là. Le voir, il y a rien. Il n'est pas joué ce soir-là. Il hésite pour la maison. Voilà, alors donc là, on a une opération qui, tout à l'heure, on parlait même des étrangers, parce que lorsque vous arrivez dans ces quartiers, généralement, on ne connaît pas la personne, et celle qu'on viendra trouver donc debout, parfois qui a une coiffure qui ne plaît pas à ces hommes. Il y en a aussi, on nous a rapporté, il y a des jeunes qui sont en train d'être abattus froidement simplement parce qu'ils appellent ça défaut de coiffure, défaut d'habillement, ou parfois qui ont des tatouages, vous imaginez. Et donc tout ça, c'est des crimes. Pour une opération qui a été décidée par un homme, nous l'avons dit tout à l'heure. Il n'y a eu ni la déclaration ou un discours, je sais pas, de Denis Sassou Nguesso, puisque d'autres parlent de raison d'État. Il n'y a pas eu consultation du Parlement, ni du gouvernement, ni de la justice, ni de la police. Et c'est Serge Oboa qui mène cette opération. Voilà, on se retrouve devant de tels faits. Par rapport à cette image, heureusement qu'il y a eu des gens pour dire « il n'est pas cool ». Sinon, ce jeune mourrait. Quelle lecture peut-on faire désormais de l'État congolais, pour ne pas dire les institutions congolaises? Mais vous avez parlé de la délation. La façon dont il procède, une fois de plus, c'est très, très, très condamnable. C'est très condamnable. On ne peut pas se baser sur l'arbitraire pour poser des actes pour lesquels on vise la mort des jeunes. La délation, c'est une pratique de triste mémoire. Et l'exemple le plus clair a été donné pendant la Deuxième Guerre mondiale. La délation, c'est-à-dire dénoncer les gens sur des bases fallacieuses. Et beaucoup de gens ont pris la parole pour le souligner. En récompense d'une somme d'argent. En récompense d'une somme, mais c'est pas possible. Et puis on parle de 500 000 francs CFA. Attendez, mais attendez, vous affamez les gens. Vous affamez les gens. Les gens sont dans la paupérisation la plus extrême.
Et vous leur brandissez 500 combien? 500 000 francs CFA. Alors, on vous leur donne 500 000 francs CFA à une personne qui est dans la dette, la diète la plus totale, qui est fauchée, hein, qui tire le diable par la queue. Mais qu'est-ce qu'il peut advenir? Puisque quand on arrive, on tue directement sans demander. Mais attendez, mais là, c'est vraiment, comment est-ce qu'ils peuvent décider des choses comme ça, là? C'est même comment est-ce que les gens, Monsieur Oboa peut décider des choses comme ça, là? De venir, un coup d'appel, la maison, voilà, c'est un Koulouna. Pa. Mais Monsieur Akouli dont vous avez parlé, vous avez un bel exemple, non? Ça, c'est vraiment, mais alors là, c'est un État criminel. Il ne faut même pas discuter là-dessus. Et c'est la criminalité d'État la plus effroyable et la plus décomplexée qu'on sert aux gens devant la communauté internationale. Je pense que les gens qui travaillent dans le secteur, comment on appelle ce secteur des droits humains, doivent prendre ce problème-là très, très au sérieux et constituer déjà des dossiers très, très forts, puisque les éléments, on nous les donne. Ils nous les donnent clairement. On ne peut pas tuer quelqu'un sur la base de la dénonciation quand on n'a pas vérifié. Et il y a déjà des conséquences tangibles là-dessus. Il y a des jeunes qui sont morts. Le petit-fils de M. Akouli en est un exemple. Il y a beaucoup d'autres. On ne peut pas se baser sur la délation. La délation, d'accord, on prend en ligne de compte et en dirigeant des enquêtes. Je l'ai dit tantôt, il faut faire des enquêtes de quartier. C'est très facile de bien repérer ces Koulouna-là. Hein? Mais attendez, non, écoutez, non, sincèrement, qu'ils fassent des débats aussi, hein, les gens qui prennent la parole, débattons, allons sur les plateaux. Moi, je l'ai dit dans une de mes vidéos, mais pourquoi les gens refusent de débattre quand même avec nous autres, hein? S'ils ont raison, ils auront raison. Si nous avons tort, nous aurons tort. Mais qu'ils acceptent de grâce, s'il vous plaît. Je vous implore. Discutons parce que le Congo nous appartient à nous tous. Ne pensez pas que parce que vous êtes au pouvoir, vous avez le droit de vie ou de mort sur tout le monde et que vous serez là éternellement. Non. Parce que plus vous continuez un peu dans cette attitude-là, plus les conséquences qui pourront arriver à vous, si ce n'est pas à vous-même, à vos enfants, mais il ne faudra pas crier. Il ne faudra pas crier parce qu'on vous donne la possibilité de discuter, qu'on remette les choses à plat et qu'on essaie de réinventer une société dans laquelle chacun aura sa place, où il n'y aura pas des gens en exil, il n'y aura pas... Et puis aussi, les gens qui viendront au pouvoir tranquillement, après le pouvoir, tu restes dans le pays, tu es tranquille, on vient te voir pour te saluer, pour demander conseil en tant que tel, comme ça se passe dans d'autres pays. Mais j'ai comme l'impression que les gens du Congo-Brazzaville refusent à une telle perspective, et pourtant qui est la meilleure aujourd'hui. Les personnes censées ne peuvent pas se lever pour dire que non, mais M. Goma, ce que vous racontez là, c'est n'importe quoi. Oui, on va terminer, Georges Goma, c'est la fin de cette émission, mais voilà, et surtout que vous avez, pourtant, ce que vous avez dit est tout à fait raisonnable, vous êtes dans le cadre légal, vous ne faites que là demander à la République du Congo d'appliquer les lois, et nous l'avons dit. D'appliquer les lois, leurs lois. Voilà, les lois que les députés, le Parlement a votées, a approuvées. Ça existe, il y a la Constitution, il y a des lois au Congo-Brazzaville, et nous l'avons rappelé d'entrée de jeu que le Congo a ratifié tous les textes nationaux et internationaux sur les droits humains, la protection des droits humains. Et malheureusement, ceux qui vont suivre cette émission, certainement d'autres diront, ben vous êtes contre voilà, cette opération, et donc vous soutenez les bébés noirs, et risqueront même de vous qualifier de bébés noirs moi-même depuis un certain moment. Et c'est une information que je viens de lire sur Internet. C'est un profil, une page Facebook qui, voilà, le nom c'est Congo Nouveau Espoir. Voici ce qui est écrit sur cette page. Ce monsieur, au nom de Christian Perrin-Giari, défend les bébés noirs. Il est hors du Congo. Et il critique la DGSP. Donc même critiquer, dénoncer cette opération, c'est critiquer la DGSP, donc la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle. Nous souhaitons que les Koulouna agressent sa famille au pays pour lui servir de leçon. Ça est là. La page, c'est, je dis, Congo Nouveau Espoir.
Les gens peuvent aller lire ces posts. Ah bon, donc... Voilà, donc un appel à tuer la famille Perrin parce que, voilà, on est en train de leur dire il faut faire les choses en application de la loi. Et certainement que vous aussi, ils vont commencer à vous accuser de, voilà, de défendre les Koulouna. Donc, je vous laisse les quelques minutes qui nous restent pour conclure l'émission. Bah, écoute, oui, bah, pour conclure, Christian Perrin, ce monsieur Congo, il dit Congo Nouveau Espoir, c'est comme ça qu'il va créer Congo son Nouveau Espoir. Congo Nouveau Espoir. C'est dans une telle gouvernance qui n'a que la mort en tête. Mais je voulais simplement dire ceci, Christian Perrin. Vous savez, s'engager en politique, dans l'action publique, c'est tout un sacerdoce. Même, on voit très bien que les gens qui prennent la parole pour soutenir le régime, c'est parce que ils voient d'abord leur propre intérêt avant de voir l'intérêt public en tant que tel. Il y en a qui s'engagent dans la danse du ventre, voilà, pour se faire voir. Et puis bon, parce qu'ils sont tellement conscients que le dispositif de conservation du pouvoir qu'ils ont mis en place est tellement fort que ben, le régime actuel restera là tout le temps. Et puis ils ont besoin aussi de rentrer dans le système, d'avoir des postes et ceci et cela. Bon, on peut le comprendre. Mais moi, ce que je voulais dire quand même aussi, c'est d'attirer l'attention des Congolais. Comment peut-on faire pour réinventer un nouveau Congo, un vrai nouveau Congo? Un nouveau Congo qui serait marqué par la concorde nationale, et la cohésion sociale en tant que telle pour que les Congolais puissent se reparler en tant que tel. Le régime de M. Denis Sassou Nguesso, tel qu'il est lancé là, ne peut pas le faire absolument. Donc, on a besoin que les Congolais prennent conscience, vraiment, qu'ils prennent la mesure, n'est-ce pas, des mots qu'ils balancent par-ci, par-là. On ne tue pas le crime par le crime. On ne tue pas le crime par le crime, Christian Perrin. Si nous avons des institutions dans la République, eh bien, il faut donner, n'est-ce pas, les pleins pouvoirs à ces institutions de faire leur travail, et surtout de se revêtir aussi ce qu'on appelle, en fait, la reddition des comptes. Parce que je pense que la vision que nous avons de la politique au Congo, si on arrivait à changer un peu la donne, c'est que les gens auront peur de devenir ministres, par exemple. Les gens auront peur de devenir ministres parce que ça sera la sueur à animer un département ministériel. Ça ne sera pas la vision qu'ils ont là, être ministre, c'est passer le temps à ne rien faire, à ne jouir que des attributs du pouvoir. On le voit. On peut demander au ministère du Commerce, c'est quoi le bilan? Comment est-ce que ton ministère a avancé? Allez demander à tel ministère, c'est quoi ton bilan? Est-ce qu'ils font même ça? Est-ce que chaque année, ils s'assoient pour voir un peu chaque ministère avec l'argent qu'on lui donne? Quel est le bilan de ça? Comment les commerçants se sentent en tant que tels? Comment telle catégorie de personnes se sent en tant que telles? C'est ça la vision que nous avons d'une vraie gouvernance. C'est la reddition des comptes. Vous avez un poste de responsabilité, ne pensez pas que ça sera venir dormir et jouir de ce poste-là. Ça sera simplement rendre compte à chaque fois. Voilà un pays qui travaille. Voilà un pays tel que nous voyons ailleurs comment ça fonctionne. Pour terminer, je dis simplement que voilà, les jeunes qu'on appelle des Koulouna, les bébés noirs, sont, n'est-ce pas, le résultat, la conséquence d'une gouvernance qui est en échec avec lui-même, qui est incapable, n'est-ce pas, de prendre en charge sa population, et puis, voilà, qui ne trouve pas autre chose que de tuer le résultat de sa propre inconséquence, de sa propre incompétence. Voilà, Christian. On assiste donc à la démission de l'État congolais. La République est morte. Elle a été mise en quarantaine depuis le retour de Denis Sassou Nguesso. Nous avons été clairs dans cette émission. Les Koulouna sont incontestablement punissables. Ils doivent être sanctionnés parce qu'ils ont commis des crimes. Et c'est affreux, ce sont des atrocités. Généralement, ils opèrent avec des machettes, des barres de fer, pourquoi pas avec les armes à feu. Et on en a vu. C'est très atroce. Et tout le monde est d'accord de dire qu'ils doivent être punis. Mais ce que nous disons, cela doit se faire dans un cadre légal. Il n'y a rien de mieux que cela. Dans un cadre... Et la peine de mort, il n'y a pas la peine de mort au Congo. Hein? La peine de mort a été abolie et le Congo a ratifié, évidemment.
l'abolition de la peine de mort. Lorsque nous avons dit ça, c'est la fin de cette émission. Merci Georges d'avoir participé donc à cette émission, de nous avoir donné votre point de vue sur cette question brûlante d'ailleurs. Je rappelle que vous êtes sociologue, docteur en sociologie, et vous êtes professeur à l'Université de Québec à Rimouski. Un grand merci d'avoir consacré tout ce temps pour nous. Merci de m'avoir invité, Christian Perrin, et à la prochaine fois. Je vous en prie. Et merci pour toutes les personnes qui nous ont écoutés et qu'on puisse instruire un débat vraiment entre nous et qu'on repense vraiment ce Congo pour tous les Congolais. Voilà. Surtout ceux qui vont réfléchir. Surtout ceux qui vont réfléchir. Voilà. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la situation qui prévaut au Congo-Brazzaville, notamment la situation sécuritaire. Cela nous fera énormément plaisir. Merci et à très bientôt.